Bonjour Jérôme, Oui, bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci et vous? Merci, heureux d'être avec vous, Gauthier. Je vois, il y a Pareil. professeur Fatmata Han qui est là. Oui. Ok, juste un bon coucou. Merci. Ici, avec une session de- Gauthier, Mohamed, on va attendre, on est déjà à 10h30, mais on peut attendre quelques 2, 3 minutes le temps que les autres nous rejoignent. D'accord, ouais, c'est pas de souci. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Sans plus tarder, nous allons commencer notre webinaire d'aujourd'hui. Et donc, bienvenue à ce webinaire mensuel qui est organisé par le réseau scientifique Drogue en Afrique francophone sur la diversification des usages et de la transformation des réponses. Et donc, ce webinaire est un espace d'échange et de réflexion entre les chercheurs, les communautaires, mais aussi les intervenants de la réduction des risques.
Donc, nous avons le plaisir ce mois-ci d'ouvrir cette nouvelle session sous la modération du professeur Albert Goutignon, qui est enseignant-chercheur à l'UCAD, qui n'est plus à présenter, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et nous aurons le plaisir d'écouter Mohamed Diop, doctorant à l'Université Hassan II de Ziguinchor, qui va nous parler de ses analyses sociologiques sur la vie sociale du cannabis au Sénégal. Et donc, merci à tous pour votre présence, aux participants fidèles, mais aussi aux nouveaux qui nous rejoignent. Merci de votre présence. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Albert Gauthier pour ouvrir le webinaire. Merci. Merci beaucoup, Dr. Rosandré Faye. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire mensuel du réseau scientifique Drogue en Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre collègue, ami et camarade Mohamed Diop, qui va nous parler justement de la vie sociale du cannabis au Sénégal. Donc, Mohamed, comme vous le savez, il est doctorant, donc en fin de thèse, à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, sous la direction du professeur Fatoumata Anne et du professeur Alice Desclos. Mohamed, avec Rose et moi, est aussi un membre fondateur de ce réseau scientifique drogue en Afrique, le RECIDAF. Il est aussi chercheur au CRCF dans l'équipe sciences sociales et il est également chercheur à l'IRD dans l'unité trans-VIH-MI. Mohamed est un spécialiste du cannabis, donc un vrai spécialiste du cannabis, d'où son surnom de cannabisologue qu'on lui attribue à juste titre, parce qu'il est d'abord un chercheur très passionné par le sujet sur lequel il travaille, je le rappelle, depuis son master. Et il a d'ailleurs été invité à rejoindre l'équipe sciences sociales du CRCF parce qu'il travaillait justement sur des sujets qui étaient explorés également au CRCF avec Dr. Khoudiassou et professeur Alice Desclos. Ce qui est le plus marquant chez Mohamed, c'est son approche de terrain vraiment immersive, donc un vrai anthropologue. Il n'hésite pas à aller dans des zones de production de cannabis, des zones considérées comme sensibles, peu explorées par la recherche. Il côtoie les cultivateurs, il participe parfois aux arrosages des plantations de cannabis, il observe les transformations de cannabis et c'est de l'anthropologie pure et dure dans sa dimension la plus authentique. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant dans les travaux de Mohamed Diop, c'est son approche décoloniale. Parce qu'en fait, il montre souvent comment notre regard, le regard de la société sénégalaise et le regard des sociétés d'Afrique francophone, globalement, sur le cannabis, reste marqué par l'héritage colonial. L'héritage colonial renforcé plus tard par le discours religieux moderne. Et il questionne justement ces représentations négatives pour ainsi développer une analyse beaucoup plus critique et beaucoup plus située. Mohamed aussi, il est connu parfois pour ses positions engagées, et je dis, c'est bien de le préciser parce que ce sont des positions qui sont nourries par la recherche, qui sont éclairées par la recherche. Et ces positions montrent souvent aussi que le cannabis, qui a dans les sociétés classiques joué certaines fonctions à la fois sociales, mais aussi sanitaires, a aujourd'hui une autre vie sociale et nous aurons donc ce plaisir de l'écouter. Il va nous entretenir aujourd'hui sur la vie sociale donc du cannabis au Sénégal. Et donc sans plus tarder, je cède la parole à Mohamed Diop pour nous faire sa présentation. Mohamed, vous avez la parole. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation.
Donc voilà, sans plus tarder, parce que je pense que voilà, tout a été dit un petit peu sur mon parcours. Voilà, je m'en vais vous faire la présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie sociale du cannabis au Sénégal. J'espère que vous avez mon écran. 5 sur 5, parfait. Super, parfait. Donc voilà, la vie sociale du cannabis. Donc tout d'abord, j'aimerais juste vous expliquer par rapport à ce concept de vie sociale, donc un concept majeur dans la sociologie comme l'anthropologie, donc mais qui est généralement utilisé de façon un petit peu banale, mais c'est un concept vraiment très important dans le cadre de ce travail de thèse de façon générale et particulièrement sur cette présentation. Donc la vie sociale, ici on se réfère particulièrement aux travaux de Apadoulaye, qui a travaillé c'est dans son ouvrage Life of Things, où il considère les choses comme des objets marchands. Donc, de la même manière, en se référant à cet auteur, on perçoit et voilà, on travaille sur le cannabis en tant que produit marchand. Donc, il nous permet également de comprendre tout ce qui est contexte autour et les enjeux sociosanitaires. Pour essayer d'aborder un petit peu des éléments de contexte, je précise un petit peu que le cannabis est la substance illicite la plus consommée dans le monde selon les données de l'IDC. Une évolution assez constante, donc c'est-à-dire elle a occupé cette place depuis très longtemps, donc cette place de majeure par rapport aux substances psychoactives. Il représente également aussi une part importante des motifs de recours aux soins en addictologie et en psychiatrie également aussi pour des troubles psychiques associés à la consommation. Il y a également aussi un risque élevé lorsque la consommation débute à l'adolescence, qui peut avoir des impacts, par exemple, sur la maturation de l'intelligence. Il y a également aussi un risque de développer des problèmes psychiques à l'âge adulte. En matière de loi, généralement, la politique dominante à l'échelle internationale est basée sur la répression, donc exprimée à travers les conventions internationales qui définissent les substances illicites et les conditions d'usage et de consommation. Cependant, depuis quelques années, on observe des mouvements de dépénalisation de l'usage récréatif particulièrement et aussi de l'usage thérapeutique dans plusieurs pays. Je rappelle que l'Uruguay étant le premier pays à avoir dépénalisé l'usage du cannabis pour un but récréatif. Il y a également aussi d'autres pays qui ont suivi, comme quelques États aux États-Unis, le Canada et en Afrique particulièrement. Il y a l'Afrique du Sud qui a été le premier pays à avoir légalisé le cannabis pour des raisons de droits humains et pour des libertés individuelles. Nous avons également aussi observé depuis quelque temps des mouvements d'engagement, de mobilisation d'institutions, donc dans la création d'un marché du cannabis au regard de ses potentialités industrielles, de ses potentialités également aussi thérapeutiques. Donc, je rappelle que le Maroc aussi a légalisé récemment le cannabis médical particulièrement, donc pour faire allusion à tout ce qui est en lien avec les soins. Donc, toujours, il y a aussi, donc c'est pourquoi généralement dans les usagers ont tendance à parler même de l'or vert au regard de son potentiel économique. Donc là, présentement, par exemple, je peux vous dire que cette chemise, donc avec les fleurs du cannabis, a été faite avec 50% de chanvre, donc 50% de chanvre. Donc, le chanvre qui est un petit peu défini, qui est différent du cannabis indica, particulièrement qui a les substances psychoactives, mais le chanvre, donc, qui est le chanvre textile, et généralement le chanvre textile, donc avec lequel on peut faire des cordes, la fabrication de cordes et des isolants pour l'électricité. En dehors de l'échelle, au plan international, donc, on va rester au Sénégal particulièrement, au Sénégal particulièrement, où le cannabis fait l'objet de discours multiples et divergents. Donc, l'approche elle est foncièrement répressive. Donc, par ratification des conventions internationales, le Sénégal membre de l'ONU. Il y a également aussi des risques d'effets perçus. Ça, c'est de façon générale dans la société. Donc, le cannabis est souvent perçu comme une substance qui rend fou. Mais malgré tout cela, toutes ces perceptions de représentation sociétale, il y a des usages ancrés dans la société. Déjà, le cannabis est la substance illicite la plus consommée dans le pays. La substance, excusez-moi, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'a échappé. Voilà. Excusez-moi, juste un instant, j'ai un petit problème technique.
Pour la présentation, on voit bien vos diapos et on vous entend bien aussi. Ouais, c'est juste que moi, je l'ai perdu en fait. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, donc je disais donc tout à l'heure, bien vrai que donc, la consommation de cannabis, le cannabis est la substance la plus consommée, quelque peu banalisée dans la société, mais elle est peu tolérée et associée à une forme de marginalité sociale qui font que les usagers sont souvent stigmatisés comme des délinquants, comme des personnes qui veulent rien faire dans la vie. Et il y a également aussi le paradoxe de la culture locale du cannabis, donc qui représente un potentiel économique important pour ces cultivateurs. Et on note également aussi une évolution croissante des consommations, donc, comme à l'échelle internationale. Donc, les consommations sont un petit peu constantes au niveau international et de même qu'au Sénégal. Donc, depuis quelques années, donc, il y a une certaine constance qui fait que voilà, le cannabis est la substance la plus consommée dans le pays. Donc, depuis quelques temps, on parle du kush, une nouvelle drogue, donc similarité quelque peu avec la présence de cannabinoïdes de synthèse. Donc, il reste quelque part à définir. Donc, vu l'intérêt de notre mouvement donc, à travers le RICIDA et d'autres, le RICIDA et le groupe de travail sur les drogues donc, qui a été mis en place au CRCR, donc pour réfléchir surtout sur ces nouveaux produits donc, qui nécessitent du testing de façon générale, donc de connaître les composés, les différents composés de ces produits nouveaux. Il y a la ligne, il y a le couche, etc. On peut verser un petit peu sur donc l'objectif de façon générale, c'est de décrire et d'analyser la vie sociale du cannabis en analysant les discours et représentations parmi diverses populations. On analyse également les pratiques de production, de consommation, et ainsi la loi et son application, le traitement sanitaire, en discutant des enjeux socio-sanitaires aux effets politiques et juridiques. Donc, pour l'atteinte de ces objectifs, nous sommes posés pas mal de questions, donc, à savoir qui sont les acteurs, quelles sont leurs perceptions, les pratiques et les relations cannabis dans différents champs, à savoir le champ de la production, le champ de la consommation, le champ de la justice et de la répression, et également aussi dans le champ des soins. Pour en revenir un petit peu sur la méthode, donc, on en a parlé un petit peu, Gauthier particulièrement. On a fait une enquête qualitative, observation, entretien semi-directif, focus group et immersion dans différents sites d'observation, donc des immersions de longue durée, donc dans les sites d'observation comme le centre de traitement psychiatrique et électrologique, le centre CPA à Dakar, le centre confessionnel de Togo, dans la commune de Bignona à Ziguinchor et le centre psychiatrique de Kenya à Ziguinchor. Donc, nous avons également aussi fait immersion dans la zone de production du cannabis, donc Healer. Donc, ici, donc, je rappelle que c'est un pseudonyme donc, utilisé pour des questions d'anonymisation du lieu. Et également aussi, nous avons fait aussi des immersions dans les milieux associatifs et les espaces sociaux de consommation, notamment dans les quartiers donc, réputés de la consommation de cannabis. Nous avons également aussi effectué une revue de presse, donc de 100 articles de médias en ligne, donc par un choix raisonné. Donc, nous avons retenu quelques médias surtout qui sont beaucoup plus observés au niveau du Sénégal particulièrement, donc comme par exemple Sénéweb, Sénégo. Donc, nous avons fait notre travail là-dessus donc, pour pouvoir vous présenter tous ces résultats qui relèvent des médias. Donc, nous avons également effectué des entretiens semi-directifs des récits de vie recueillis entre 2018 et 2022 à Dakar et Ziguinchor, ainsi que réaliser des focus group, des entretiens individuels avec les personnels de santé, les forces répressives, que ce soit la police, la douane et le police. Pour en venir aux résultats, donc là, à travers cette carte, donc les zones de production, les zones d'enquête, c'était à Dakar, qui est une zone de consommation, à travers notamment les arrestations, les saisies qui ont lieu. Également aussi, Dakar, c'est la capitale donc, où il y a la plus grande densité de la population sénégalaise. Et également, nous avons fait des observations à Ziguinchor, comme tantôt, que ce soit le centre psychiatrique, le centre Tobor, et il y a aussi la zone de production où le cannabis est largement produit. Donc, pour en revenir un petit peu sur la vie sociale du cannabis, donc pour résumer un petit peu les résultats, donc cette étude a permis de révéler une substance transcende les frontières de la pharmacologie pour devenir un objet multidimensionnel, socioculturel, un objet de santé publique, juridique, politique et économique. Donc, pour verser dans les résultats, je propose une petite vidéo qui retrace un petit peu
la production du cannabis dans les îles Kilor. À vous. J'espère que vous avez l'aperçu. Euh, c'est bon pour tout le monde? Je Oui, c'est continue? bon, merci. Allez, voilà. Non, je pense que je peux. Voilà. Voilà, donc en fait, Kilor, donc c'est une zone géographique donc assez c'est un petit peu, c'est sa position géographique et se situe un petit peu à l'embouchure du fleuve Casamance sur l'Atlantique, donc qui rend un petit peu l'accès difficile pour les atteindre. Il faut prendre une embarcation, comme vous voyez tout à l'heure, comme vous voyez sur cette vidéo, bouquet de Kafountine, de Lenké. Et si on est les innombrables pas de mer, les boulons, donc, composés de la mangrove, constitués de petits biais, voilà. Et ces îles peuvent être perçues également aussi comme un coin paradisiaque, donc, comme vous pouvez voir à travers cette vidéo. Donc, jadis abandonné à cause surtout de la rébellion casamançaise. Et l'accès était difficile du fait que le département de Bignona était également aussi classé une zone rouge. Ça, c'était un petit peu dans le cadre du conflit casamançais qui oppose l'État et les groupes armés, donc le MFDC. Donc là, ouais, c'était dans le cadre de voilà, dans le cadre de mes recherches, j'ai fait un petit peu des petits reportages. Donc, comme l'a dit tantôt Gauthier, j'ai participé un petit peu à l'arrosage, j'ai assisté surtout à la récolte, donc, que ce soit du début à la fin, donc la transformation de certains produits, notamment parce qu'à travers la plante, tout ce qui est transformé, donc il y a la résine, donc tout ce qui est dérivé du cannabis. Les graines également aussi sont transformées dans cette population pour des produits cosmétiques. Nous allons en revenir plus simplement. Donc là, si vous voyez, donc c'est un petit peu la transformation du hachis, en fait. Donc, c'est ce qu'ils appellent généralement le hachis marocain. Donc, en faisant une friction des feuilles sur ce morceau, en fait, sur ce tissu perforé, donc généralement, vous recueillez le pollen. Donc, après quelques conditionnements, ça permet, voilà, de faire les tablettes de hachis, généralement. Donc, les graines que vous voyez à côté ici, donc aussi ça, ils sont transformés, donc ils sont grillés, les graines sont grillées et moulues, donc pour servir de produits cosmétiques mélangés généralement avec du beurre de karité. Donc ça, c'est généralement, voilà, il est vendu comme ça sous forme de bloc. Je vais revenir un petit peu sur ces différents aspects. Donc voilà, donc là, c'est les dames généralement qui s'occupent de la transformation des produits cosmétiques qui sont particulièrement engagées dans cette pratique dans les îles Féroé. Voilà. Donc voilà, donc je rappelle un petit peu que la production du cannabis dans les îles Féroé donc, est de type familial, avec une forte présence des femmes à toutes les étapes de la production, la transformation et la distribution. Donc il y a également aussi des dames voilà, qui sont propriétaires de. Donc généralement on dit que c'est les dames qui disposent des plus grands champs en fait, de cannabis dans ces îles. Donc, ils sont beaucoup plus actifs dans la distribution, généralement. Donc, ils le mélangent aussi avec leurs marchandises dans les déplacements de Ziguinchor vers Dakar. Donc, il y a également aussi des femmes donc, qui se sont fait arrêter donc, par le passage du cannabis donc, dans le bagage. Donc, généralement aussi, dans ces îles, il y a les habitants accueillent parfois des cultivateurs saisonniers pour assurer la production. Donc, ils sont généralement payés en argent ou bien en cannabis. Mais pas, à la différence du Maroc, il n'y a pas de firme importante au niveau des îles. Il y a quelque peu des étrangers qui font cultiver à certains cultivateurs et achètent la récolte de façon générale. Donc, c'est hors de ceci pour la plupart du temps. Donc, il y a aussi trois variétés de cannabis donc, dans ces îles qui s'appellent Kof Kof, Top, Kembo. Donc, c'est des dénominations qui sont propres à ces zones, donc qui ne reflètent pas en quelque sorte le cannabis, mais qui reflètent plutôt des variétés par la différence,
par la différence de la tenance en THC. Généralement, ils disent que c'est le coffre qui est beaucoup plus, qui a une forte teneur en THC à la différence du top. Et le Kimbo est une variété qui a été introduite récemment par un étranger qui leur avait donné le graine. Et voilà, ils disent que le Kimbo est très prisé par les acheteurs en général. Donc, ils rapportent aussi les cultivateurs des difficultés donc, qui sont liées à l'arrosage, à la protection des champs du bétail et à la protection du champ du bétail. Voilà, et ils ont mis en place des filets pour clôturer les champs de cannabis. Toujours dans la production, donc il y a donc cette façon de conditionner et d'extraire la résine par la production des feuilles sur un tissu perforé. Donc, donc là, vous avez vu à travers ces photos où les plantes de cannabis sont étalées à même le sol donc pour les faire sécher, puis ils sont accrochés de façon suspendue. Une méthode qui leur permet, eux, de récolter plus de résine. Donc, parce qu'ils disent généralement que ça part des racines vers les feuilles, donc ce qui facilite encore la récolte de plus de hachis que vous pouvez voir donc, à travers ces photos. Donc, il y a aussi, je précise que la culture du cannabis dans les îles a un impact considérable, donc parce que il permet un moyen de leur donne les moyens de survie dans les zones insulaires, donc là c'est difficile. Il leur a permis également aussi l'amélioration du cadre de vie et des conditions d'existence en s'investissant surtout dans la construction des maisons en dur et d'équipements mobiliers et surtout également aussi des moyens de télécommunication. Comme il y en a d'autres qui s'achètent, par exemple, c'est des îles qui ne sont pas électrifiées, donc il y en a qui s'achètent des panneaux solaires donc, et également aussi du matériel électronique. Donc, pour la plupart du temps, c'est qu'il ressort surtout la plupart des bénéfices, et c'est pour assurer la scolarité des enfants, donc, parce que les sites n'abritent pas d'école, hormis une école primaire qui a été mise en place par une ONG. Donc, maintenant, nous allons parler un petit peu du cannabis dans les médias. Donc, comme je le disais tantôt, la plupart des médias que nous avons retenus, c'était des médias qui étaient beaucoup plus visités. Donc, nous avons également aussi effectué l'analyse des commentaires des internautes à travers les informations partagées dans les médias. Et également aussi des commentaires sur YouTube, sur des vidéos, des micro-trottoirs qui ont été réalisés par les presses de la place au Sénégal. Donc, dans les médias, de façon générale, le cannabis est présenté comme un produit dangereux. Donc, généralement, le terme utilisé, les expressions, c'est l'herbe qui tue ou bien l'herbe qui rend fou. Cependant, également aussi, il rapporte la production locale. Donc, la production locale est un remède assez, je dirais, remède contre l'asthme particulièrement, donc qui est un petit peu spécifique dans cette zone. Il y a aussi des discours médiatiques qui rapportent les perceptions de la population sur le cannabis, à l'exception bien sûr des consommateurs. Et c'est généralement des perceptions assez nuancées et où la grande part est réservée à tout ce qui est stigmatisation et lié à la marginalité sociale. Donc, globalement, les informations diffusées dans les médias sur le cannabis reflètent souvent des stéréotypes influencés par le statut illégal du cannabis dans la politique de l'État et les valeurs socioculturelles dont il est l'objet au Sénégal. Maintenant, nous allons aborder la consommation, la question de savoir comment on devient usager du cannabis. Je vous propose cet extrait de récit de vie d'un jeune habitant dans un quartier précaire, donc Ouzal, né en 2000 à Grand Dakar, où il a grandi. Il a suivi l'école jusqu'en classe de quatrième avant d'arrêter des études. Il a grandi dans une école il a grandi dans une famille dont les membres consommaient le cannabis, une maison très fréquentée par leur entourage. Le cannabis était très disponible chez lui à tel point qu'il pouvait percevoir ses effets sur les personnes qui consommaient chez lui. Donc, ils disent souvent que, et selon lui, c'est des non-idées, donc des non-idées en termes qui traduit généralement quelqu'un qui a la mode, qui a l'expérience de la vie. Donc, et il les voyait souvent revenir à la maison en rage, mais ils devaient sortir de leur paquet. Donc, et dès qu'ils fumaient, ils devenaient différents, frits, contents, comme si ce n'était pas eux. Donc, je m'étais dit que moi aussi, à chaque fois que j'étais en colère, je pouvais le prendre. Donc, cet extrait nous permet de voir un petit peu les différentes influences à l'entrée dans la consommation, ou qui nous permet de traduire l'usage du cannabis comme résultant de l'interaction entre les influences, la présence du produit dans les milieux de vie et les choix et stratégies des individus, ce qui est en phase avec la théorie d'Oliver Stein, qui est addictologue, médecin et addictologue, qui a mis en place
qui a théorisé un petit peu ce concept de trilogie, donc en voyant dans l'addiction la rencontre entre un individu, un produit et un environnement social. Donc, au-delà de l'environnement social, dans le cas ici de ZAL, qui a subi un petit peu l'influence de la famille, il y a d'autres jeux, d'autres usagers qui sont entrés dans la consommation par la curiosité, donc qui est exprimé par exemple, le besoin de savoir, le besoin de découvrir ce que ça fait. Il y a également d'autres qui rapportent la fréquentation des pairs, donc les idoles dans le quartier, donc des gens qu'ils considèrent comme leurs idoles, donc qui ont subi quelque part cette influence-là qui les a menés un petit peu à l'entrée dans la consommation sans pour autant être le motif de la poursuite des consommations. Donc, pour en revenir, donc, je rappelle aussi que nous avons une diversité de profils de consommateurs. Donc, et là, nous avons employé le terme également aussi des espaces sociaux de consommation. Donc, des espaces sociaux qui sont traduits ici comme des milieux de rencontres diversifiés, dont les membres partagent des relations d'interdépendance, des styles de vie, des pratiques socioculturelles communes. Donc, c'est des espaces non clos où chaque usager peut avoir une singularité par le choix des modalités de consommation selon ses préférences et son expérience personnelle vis-à-vis du cannabis. Donc, on peut dire qu'un usager appartenant à tel ou tel espace social de consommation fréquente successivement l'un ou pas l'autre de ces espaces. Donc, pour en revenir un petit peu sur les profils qui sont définis sur des bases empiriques et socio-professionnelles ou le milieu d'appartenance pour des personnes pas directement identifiables. Donc, je rappelle ici qu'on a, par le souci, par exemple, on n'avait pas eu ce problème dans le cadre du projet Codisox, Codicène sur les consommateurs de drogues agitables, parce qu'en fait, voilà, les usagers des cannabis ne se définissent pas comme usagers et ne sont pas directement identifiables. C'est pourquoi nous avons opté à prendre le terme profil plutôt que de parler de, de, d'autres caractéristiques liées à ces usagers. Donc, comme en termes de profil, nous avons six profils. Donc, des jeunes urbains précaires qui habitent généralement les quartiers populaires, plus visibles dans les espaces publics, qui ont généralement des conditions de substance assez limitées. Nous avons observé également au niveau des jeunes en scolarité, donc il s'agit des élèves et des étudiants, donc en faisant également des immersions au niveau des collèges, au niveau des campus universitaires. Et également, nous avons interrogé des usagers insérés professionnellement qui sont pour la plupart du temps moins visibles, stables financièrement et autonomes. Et aussi, nous avons observé les BIFAL, donc les BIFAL qui appartiennent à une communauté religieuse, donc c'est la communauté mouride. Donc, ils sont un petit peu un style assez particulier, donc comme donnant un petit peu l'apparence des Rastafari, donc qui ne sont pas exclusivement, donc qui sont juste l'apparence par les dreadlocks et qui s'habillent généralement en patchwork. Donc, il y a une confrérie assez spécifique où l'usage du cannabis est très rapporté dans ce milieu. Nous avons également interrogé des artistes donc, qui ont l'apanage de la culture créative à travers leur art. Il y en a pas mal, donc, comme des musiciens, des danseurs et des artisans. Et enfin, nous avons les usages de drogue, donc qui sont ici des polyconsommateurs de crack, cocaïne, héroïne, cannabis et benzodiazépine, qui sont inscrits dans un processus de traitement à la dépendance, particulièrement au niveau du CPR, particulièrement au niveau du CPR. À présent, nous allons parler des pratiques de consommation. Donc, d'abord, dans les milieux, le cannabis a différents noms. Donc, bagages, donc ces noms, quelque part, qui servent un petit peu qui appartiennent exclusivement aux jeunes, c'est pour passer inaperçu. Donc, comme bagage, donc, qui vient de bagage, vous le frisez, des things, choses en anglais, oui, donc, nyach, donc en langue Wolof, c'est si Adjana Nyamo en langue mandingue, qui signifie aliment du paradis. Ganja, terme jamaïcain, Dops, donc qui est une variété provenant du Ghana. Donc la résine qui est produite dans les îles est en provenance pour la plupart du temps. Et également aussi, il y a de la résine produite dans les îles et pour la plupart du temps, ce qui circule provient de l'extérieur, mais elle est peu consommée liée à la cherté et à la moindre disponibilité dans les espaces sociaux de consommation. Donc, la consommation de cannabis est généralement une pratique de groupe. Donc, c'est généralement, il y a, pour la majorité des usagers, c'est des moments conviviaux, donc qui sont beaucoup plus prisés à la différence des consommations individuelles qui peuvent s'inscrire dans différents contextes. Quand il s'agit par exemple d'un artiste qui veut dire qu'il a besoin d'inspiration, qui a besoin d'être seul, ou il a besoin de dormir,
Donc, c'est généralement ces raisons qui expliquent la consommation individuelle et contrairement à l'usage en groupe, donc, qui est souvent associé à la festivité et à la convivialité. Nous avons également aussi observé des contextes favorables à la consommation, comme les événements festifs et religieux, où les usagers consomment plus que d'habitude, les rencontres et les situations personnelles, que ce soit entre amis, ou bien dans des activités festives également. Donc, par rapport aux motivations, donc, nous avons observé des motivations communes qui sont décrites à travers les effets perçus du cannabis, que ce soit le plaisir, le dépassement de soi, travail, réfléchir, donc avoir de l'énergie au travail. L'usage aussi des motivations sont spécifiquement parfois liées aux besoins auxquels répond la consommation, le pourquoi ils consomment. Donc, que ce soit pour le besoin d'inspiration, pour le besoin de relax, donc, le besoin de dormir ou du feeling, qui est généralement le range des artistes pour la plupart du temps. Et il y a aussi des situations et des contextes qui sont favorables à la consommation, notamment les conditions de vie. Donc, et je dirais particulièrement les conditions de vie précaires où les usagers consomment pour noyer leurs soucis. Il y a aussi les fêtes, les rassemblements religieux, comme on l'a dit tantôt. Il y a aussi comme motif commun les perceptions et les représentations qui agissent un petit peu en termes de motifs. Donc, leur perception du cannabis en tant que produit naturel, sans danger, euphorisant, stimulant, psychique. Ils le perçoivent également aussi comme un remède en antistress ou bien un produit facilitant l'intégration sociale. Sont autant de motifs partagés parmi les différents profils, donc qui leur poussent davantage, qui leur poussent à maintenir la consommation. Il y a cependant des motivations assez spécifiques à certaines personnes. Donc, pour soulager et réduire les crises d'asthme, c'est pour la plupart du temps, c'est pour les malades d'asthme. Il y a aussi un usage auto-administré, donc utilisé comme un remède pour les effets secondaires du cephage de l'héroïne chez les UDI, sous traitement méthadone au CPR. Et chez les personnes vivant avec le VIH, du cannabis est souvent consommé pour lutter contre la perte d'appétit et l'angoisse de la maladie. Donc, ouais, pour en venir un petit peu sur les aspects juridiques, la loi et son application. Donc, je rappelle qu'en 1900, c'est en 1963 que la première loi est portée sur la répression du cannabis, donc qui sanctionne la culture, le trafic et l'usage. Et plus tard, le Sénégal a ratifié une convention internationale et adopté une politique répressive de l'usage des drogues. Donc, à partir de 1992, il y a eu la création du comité interministériel de lutte contre la drogue, CILD. En 1997, le Sénégal s'est doté d'un code des drogues, donc du 1er décembre, donc, qui stipule quelque part que ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances classées comme stupéfiants, à l'exemple du cannabis, sont punis par la loi à des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 1 an et d'une amende légale au triple de la valeur des drogues. Donc, le Sénégal a également mis en place des unités spécialisées contre la drogue comme le CRITIS et, et d'autres démembrements régionaux. Il y a aussi la loi, donc, établit l'injonction thérapeutique qui est prévue dans la loi, mais il y a toujours des difficultés d'application. Et certes, mais il y a toujours le recours de plus en plus fréquent aux pairs médiateurs et c'est surtout ceux qui sont au CPF qui sont généralement contactés dans des cas d'arrestation d'usage de drogue injectables, particulièrement à la différence des usagers de cannabis. Par rapport à la perception des lois, excusez-moi, perception des lois, donc, voilà, perception des lois. Donc, en fait, voilà, ici, je rappelle juste que j'adopte un petit peu un recul sociologique et éthique vis-à-vis de cet objet, étude abordée de manière neutre, sans ignorer son cadre légal et sans faire sa promotion. Donc, les usages rapportent généralement que le contexte criminalisant les pousse à se cacher, à avoir des pratiques à risque mal contrôlées et non encadrées. Donc, il y a aussi, il rapporte la stigmatisation et la marginalisation sociale, les risques d'arrestation et d'emprisonnement qui ont des conséquences, notamment comme barrière à l'insertion professionnelle par la notification sur le casier judiciaire. Il y a aussi un facteur d'abandon scolaire donc, à travers l'emprisonnement, l'engorgement des prisons et qui fait que ça expose généralement les victimes à des formes de violence en milieu carcéral et constitue ainsi une porte d'entrée dans la délinquance du fait que certains ont manifesté de la frustration du fait qu'ils ont été arrêtés pour une simple consommation de cannabis et ils ont rencontré également aussi des caïds, par exemple, qui bien
d'autres personnes, des violeurs, et en général, ils sortent et deviennent délinquants. Donc, et il y a aussi du côté des cultivateurs la réduction de la clientèle, donc par l'épuisement des ressources, il y a donc dont la conséquence c'est l'épuisement des ressources, donc c'est-à-dire la baisse du prix. Les usages rapportent également l'application discriminatoire de la loi. Donc, les jeunes des quartiers populaires les plus démunis sont exposés à une maltraitance, à l'arrestation. Et il y en a aussi qui rapportent l'exclusion sociale face à des usagers qui revendiquent leur appartenance et leur intégrité dans la société. Donc, ce qui s'ajoute également aussi au fait que les usagers ne se définissent pas en tant qu'usagers de drogue donc, et réclament ainsi leur intégrité dans la société. Cependant, donc, au regard du paysage répressif de l'usage du cannabis, les usagers s'y adoptent donc, avec un ensemble de stratégies de contrôle de la consommation. Donc, déjà, contrôler la consommation liée à l'accès aux effets du produit. Donc, les effets du produit, que ce soit qu'ils soient forts en teneur en THC, donc fait que quelque part les usagers s'adaptent en organisant quelque part leur consommation, qui exclusivement lié à l'accès aux effets du produit. Donc, il y en a également aussi qui mettent en avant une apparence de soi, éviter les soupçons par une tenue supposée correcte et en adoptant des règles d'hygiène, donc qui éviter les soupçons. Il y a aussi une gestion du secret et des interfaces entre espaces sociaux qui autorisent l'usage et les espaces qui l'interdisent. Donc, comme par exemple, on peut citer cette enquête du nom du bijou qui disait que c'est fatigant et c'est ce qui fait que la manière qu'on cache le cannabis. Donc, les femmes généralement ont beaucoup plus l'aisance à se cacher, à se dissimuler. Donc, comme rapportent les femmes que j'ai rencontrées durant mes enquêtes, qui disent que eux, parce qu'ils peuvent par exemple faire du make-up, porter des lunettes parfumées et passer inaperçus. Donc, à la différence de certains hommes. Donc, et il y a aussi des jeunes qui mettent en avant les usages de façon générale, quoi, qui mettent en avant la consommation, une consommation responsable, ou parfois ils parlent de consommation organisée, où ils se donnent des limites et décident où, quand, avec qui et quelle quantité consommer. Il y a aussi une valeur sénégalaise, donc à savoir le sutura, donc qui permet de s'adapter à la répression. Donc, il y a plusieurs dimensions qui s'inscrivent dans différents contextes et traduit généralement un mode de régulation sociale qui implique des attitudes et des comportements pour se couvrir ou couvrir l'autre. Donc, d'où l'expression sutura. Dans la vie courante, le terme rime avec discrétion, secret et tolérance. Toujours dans cette partie sur et maintenant, à présent, nous allons aborder le traitement sanitaire, ce qui est dans le champ des soins. Donc, d'abord, la prise en charge de l'addiction au cannabis au niveau du CPA. Donc, le personnel de santé adopte une approche catégorielle selon ce qui est centré sur le patient et spécifique à chacun. Donc, selon son tableau clinique, donc des termes un petit peu médicaux donc, qui font référence à situer la consommation, le niveau de consommation, le niveau d'addiction et par rapport même à tout ce qui est aspect sociaux lié à la consommation. Donc, cette approche est également centrée sur le patient du fait qu'il y a une relation donc, verticale quelque part entre le patient et l'usager au niveau du CPA. Donc, ils peuvent choisir s'ils veulent opter pour une réduction de la consommation ou bien pour le sevrage. Généralement, l'offre de soins comprend la consultation addictologique et somatique, les entretiens motivationnels, la sensibilisation ciblée, donc ciblée par rapport à l'âge, ou bien à l'activité socio-professionnelle du patient. Donc, on a tendance à donner des informations et à sensibiliser sur les risques liés à la consommation à l'âge adolescent, par exemple, à l'adolescence, par exemple, ou bien s'il s'agit d'un chauffeur, lui expliquer, lui fournir des informations sur les risques d'accident qui peuvent être en lien avec la consommation du cannabis. Au CEPIAD, il y a également aussi une équipe de terrain, donc qui font généralement des sorties à Dakar particulièrement, donc qui vont vers les usagers pour recueillir également aussi essayer de les référer aux besoins au niveau du centre de prise en charge. Cependant, il y a peu de réussites enregistrées, donc, notamment sur la prise en charge de l'addiction au cannabis, du fait de l'absence de produits de substitution et également aussi des pertes de vie, donc qui peut être expliqué par le coût élevé de la prise en charge selon les patients que nous avons pu rencontrer. Donc, par rapport à la prise en charge des troubles psychiatriques, nous avons mené nos enquêtes au niveau du centre psychiatrique Émile Badiane, qui est à Ziguinchor, communément appelé centre Kenyan,
où l'offre de soins est composée d'une prise en charge psychiatrique, psychologique, somatique et électrologique. Il y a également aussi l'hospitalisation qui est proposée selon la situation du patient. Donc, et durant cette hospitalisation, pour la plupart du temps, les patients sont maintenus au fer. Donc, c'est ceux qui généralement manifestent des comportements violents. Il y a aussi des activités de réadaptation pour aider les personnes à retrouver leur autonomie, des activités de sociothérapie donc qui sont autour des interactions sociales qu'ils appellent Bantamba. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau de l'hôpital psychiatrique de Dakar, on appelle aussi le PENJ, donc où le patient et des membres de sa famille participent à l'activité et font un petit peu le point sur la prise en charge également aussi, donc des activités allant dans le sens de faciliter la socialisation, pas plutôt la socialisation, mais l'insertion sociale particulièrement. Donc, il y a aussi l'entretien motivationnel qui est proposé au niveau du centre Kenya, mais les personnels de santé rapportent qu'il y a des fréquences de rechute, la fréquence des rechutes, et du point de vue des usagers, la prise en charge est perçue positivement du fait que ça leur permet également de les éloigner un petit peu du cannabis et de traiter les problèmes psychiques liés à leur consommation. Donc, à présent, nous allons parler du centre de Tobor, un petit peu de Tobor qui est un petit peu spécifique par rapport à tout ce qui est prise en charge euh, des troubles psychiatriques liés à la consommation. Il est hors du système de santé et font une combinaison de médecine traditionnelle, religieuse et moderne. Donc, c'est un cadre de vie fermé. Certains patients sont attachés, sont attachés à éviter la fuite. Donc, comme vous pouvez voir donc, à travers cette photo, excuse-moi. Comme vous pouvez voir à travers cette photo, certains patients sont attachés donc, au fer donc, pour éviter les pertes de vue et éviter les pertes de vue. Et je rappelle également aussi que la plupart des patients au niveau de ce centre sont adressés par leurs parents, donc de force quelque part, ce qui fait que certains même se retrouvent à dire qu'ils ne sont pas à leur place parce qu'ils ne sont pas fous, mais qu'ils sont juste victimes d'addiction au cannabis. Voilà, bien sûr. Donc, il y a également aussi des activités d'aide au retour à la raison et à la vie en société. Donc, par l'implication dans les activités, donc, selon le marabout, le travail permet de renouer avec l'effort. Il y a la prière et la vie collective qui permet de renouer avec la dévotion et la vie spirituelle. De façon globale, on peut considérer Tobor comme un centre de redressement et un centre thérapeutique qui est basé sur la contrainte, qui est généralement acceptés par les malades qui sont souvent victimes d'exclusion sociale et les familles également, lorsqu'ils estiment que, par exemple, que la maladie mentale, donc ça apporte un petit peu de la gêne qui fait que les éloigner au niveau de ces structures leur permet aussi bien une meilleure insertion sociale, mais également aussi de leur mettre à l'aise. Donc, en conclusion, donc, l'analyse de la vie sociale du cannabis nous a permis de voir que le cannabis est une drogue pas comme les autres, un objet frontière, donc, de par sa composition et de par l'interprétation multiple parmi plusieurs disciplines et qui requiert également aussi une prise en charge spécifique. Déjà, donc, il n'y a pas encore de produits de substitution et d'autres accompagnements donc, qui devaient être mis en place. Mais nous avons observé aussi des évolutions récentes au niveau du Sénégal, avec la mobilisation des communautaires pour un changement de regard vis-à-vis des usages de drogue. Donc, comme l'ONG RAES, où moi-même, j'ai participé à des webinaires donc, qui étaient suivis donc, avec les acteurs de justice, de santé et la police. Il y a également aussi Rose André qui avait participé à ce travail, donc, qui a même également aidé cette ONG à mettre en place des films, donc en facilitant voilà, tout ce qui est en facilitant ce travail de mise en place d'un scénario d'un film sur les addictions appelé Renaissance. Il y a aussi, depuis quelques années, la formation d'associations d'usage de drogue pour lutter contre la stigmatisation, favoriser l'accès aux soins, la réduction des risques et l'insertion socio-professionnelle. Donc, c'est des associations d'usage de drogue, donc toute drogue confondue. Donc, il y a aussi bien des usages de drogue injectables, comme des usages de cannabis et d'alcool. Et les activités sont généralement financées donc, par l'ANCS, qui a aussi les a aidés à se constituer en association. Et généralement, il n'y a pas d'activité spécifique aux usages de cannabis et les activités tournent autour de la réduction des risques, pour la plupart du temps, le dépistage des maladies infectieuses. Il y a aussi une certaine mobilisation des scientifiques qui sont engagés dans la formation,
la production d'informations sur les drogues, comme moi, et voilà, parmi tous les membres du récital, il y a un cours ouest-africain sur les drogues, sur les politiques de lutte en matière de drogue qui a été organisé donc, depuis la COVID-19 qui a un petit peu, mais c'est le niveau, mais c'était ponctuel, donc c'est passé toutes les années. Toutes les années où moi-même j'ai été intervenant sur le cannabis. En dernière diapo, donc, nous pouvons dire également aussi que le débat actuel au niveau global sur le potentiel économique et thérapeutique du cannabis n'a pas suscité beaucoup de réactions du point de vue des décideurs au Sénégal, mais il y a quand même des alternatives à l'emprisonnement, que ce soit dans le contexte du COVID-19. Il y a aussi, avec ce nouveau gouvernement, il y a une proposition d'une amende à la place de la détention, selon le rapport général des assises de la justice, donc réforme et modernisation de la justice 2024. Et nous avons observé à l'échelle internationale la diffusion du cannabis médical, donc le CBD, donc, qui est du chanvre, donc, contrairement au cannabis indica, dans divers pays comme la France, mais c'est peu connu au Sénégal, bien vrai qu'il y a des usagers qui rapportent à l'aide d'une ordonnance pouvoir acheter des cigarettes à base de CBD. Donc ainsi, nos résultats interpellent les politiques à la réappropriation des nouvelles connaissances sur le cannabis, donc également aussi à être à l'écoute par rapport à l'évasion de nouveaux produits dans le couche, qui est un mélange non standardisé de substances psychoactives, dont du THC synthétique, et qui est aussi plus addictif que le cannabis naturel. Donc, quelque part, il y a eu des usages simultanés, usages alternés du cannabis avec ces nouveaux produits. Donc, en parlant même d'usages alternés, donc je peux dire qu'au cours de mes enquêtes, il y en a une, par exemple, qui m'a dit qu'il a arrêté de fumer le cannabis. Donc, pour ne pas être confronté à la justice et qui s'est mis à l'alcool, donc, voilà, pour être à l'abri de l'emprisonnement et de toute arrestation. Donc là, voilà ce qui met fin à ma présentation. Et un grand remerciement aux participants à l'enquête, à l'équipe Codisox. Donc, j'ai fait une répétition, mais c'est à l'équipe du CR7 également et à l'ambassade de France à Dakar qui a financé voilà, ma bourse de mobilité qui m'a permis voilà, de faire du travail au niveau de Montpellier, donc à côté de l'IRD. Merci de votre aimable attention. Là, on a une vue sur l'entrée du quai vers les îles Hippo. Merci. Merci beaucoup, cher Mohamed. Merci pour cette présentation très riche et très éclairante et qui montre bien, comme vous le dites, hein, en conclusion, que finalement, le cannabis est effectivement un objet frontière qui est tellement complexe qu'on ne peut pas le réduire à une simple catégorie de drogue. Et c'est cela qui devrait aussi alerter sur sa prise en charge qui doit être à la fois spécifique mais aussi très nuancée. Vous nous montrez aussi que le paysage concernant le cannabis évolue rapidement, y compris le paysage juridique, avec, comme vous le dites, hein, cette proposition d'amende alternative à l'emprisonnement. Et parallèlement, vous montrez également qu'il y a de plus en plus de produits qui apparaissent sur le marché, comme le cannabis médical, comme le kush, vous en avez parlé rapidement, qui vont aussi complexifier davantage ce terrain et ce paysage. Et finalement, ce que vos recherches montrent et mettent en lumière, c'est qu'il y a un décalage entre les évolutions que vous observez sur le terrain et la lenteur politique face aux nouvelles connaissances scientifiques sur le cannabis. Et comme je l'annonçais au début, hein, dans vos cadrages théoriques, vous nous montrez finalement qu'il y a encore cette hyper-prégnance du tout colonial qui n'a pas assez été décolonisé pour que le politique puisse avoir un